Bonjour et bienvenue à tous ceux qui se joignent à moi, mes élèves en particulier, ou les élèves des enseignants de l'école du Triolet, dans le cadre de ce tutoriel-ci qui traite du phénomène de concentration de richesse aux mains d'individus très riches ou ultra riches, phénomène de concentration pour lequel on se demande est-ce que ça pourrait être une cause des inégalités dans la répartition de la richesse. Pour illustrer le phénomène de concentration, j'ai choisi un graphique des États-Unis. Donc, dans la situation des États-Unis, si vous regardez la courbe en rouge, c'est le 1% des plus riches, c'est l'évolution de leur hausse de revenus au fil du temps, de leur hausse de richesse au fil du temps. La courbe en bleu foncé tout en bas, c'est les 20% les moins riches des Américains. Si vous remarquez, la courbe en bleu tout en bas augmente très peu, seulement 16% sur la période 1979-2007, tandis que la rouge monte de 281%. Ceci est l'équivalent de se dire que le 1% des plus riches a à peu près quadruplé sa fortune de 1979 à 2007, tandis que les 20% les plus riches ont vu leur fortune augmenter de 16%, donc multiplié par un facteur de 1,16. Vous voyez que la différence est tout à fait notable. Très souvent, on entend que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. La plupart du temps, cette phrase-là, sauf dans quelques pays, elle est fausse. Donc, ce qu'il faut se dire, comment il faut voir ça, c'est plus comme vous le voyez avec les sacs d'argent. Les riches, surtout les ultra-riches, s'enrichissent vraiment plus rapidement que les autres. C'est exactement ça, la concentration de la richesse. C'est qu'une minorité des gens s'approprie une part toujours plus grande de la richesse. Un autre exemple tiré des États-Unis, très rapidement. Vous avez ici un graphique qui illustre la part de la richesse détenue par les familles aux États-Unis. Si vous regardez la courbe en bleu foncé, c'est les 90% des Américains en bas de l'échelle. Et celle qui est en bas, en bleu pâle, c'est les 0,1% des familles américaines les plus riches. Vous remarquez qu'en 2012, les deux courbes se sont rejointes, c'est-à-dire que la part nationale qu'ils détiennent en richesse est égale. Comme 0,1% équivaut à une personne sur 1000, ben, si vous voyez, j'ai mis ici en gris à côté, 0,1%, c'est une personne sur 1000 qui détient la même richesse que 90% du monde, c'est-à-dire 900 personnes sur 1000 si vous préférez. Le phénomène de concentration de la richesse, on peut l'attribuer ou l'expliquer beaucoup par la hausse de rémunération de certaines personnes. La rémunération, c'est le total de ce que les gens gagnent, qui peut être le salaire ou d'autres formes de revenus, ça peut être des actions, etc. Alors au Canada, un exemple, les 100 présidents des grandes entreprises les mieux rémunérés, on dit des PDG, alors les 100 présidents directeurs généraux les mieux payés au Canada ont gagné en moyenne 9,2 millions en 2013. Alors, c'était une hausse de 25% par rapport à 2008. En comparaison, la majorité des Canadiens ont vu leur revenu d'augmenter de moins que la moitié à 12% d'augmentation dans la même période, durant la même période. Et le salaire moyen était de 47, la rémunération moyenne, pardon, était de 47 358. Petite différence avec le 9,2 millions. Mais surtout, c'est la vitesse à laquelle les revenus des plus riches augmentent de façon plus rapide que les Canadiens de la classe moyenne ou les autres. Un autre exemple assez probant, c'est celui de Gerald Schwartz, qui est un PDG d'Onyx Corp. Peut-être que vous ne connaissez pas cette entreprise-là, mais M. Schwartz a empoché 87,9 millions en rémunération, dont 61,4 millions qu'on lui permet d'utiliser en option d'achat d'actions. Pour lui, c'est un avantage parce que si c'était en salaire, il paierait plus d'impôts que si c'est en actions. Je l'expliquerai un peu plus tard. Euh, je vous présente un autre graphique qui illustre l'évolution du ratio de rémunération des présidents de grandes entreprises à travers le monde par rapport à l'ensemble des travailleurs. Le ratio, c'est-à-dire qu'on a divisé leur salaire par le salaire moyen des travailleurs mondiaux, des travailleurs du monde entier. Et vous voyez que la courbe a évolué, mais que la tendance est vraiment à plus ou moins plus que 250 à 300 fois le salaire moyen des employés pour les présidents. Donc, phénomène de concentration de richesse, encore une fois, bien illustré. Un autre graphique ici qui est toujours avec ce même ratio-là. Alors, c'est par différents pays. Je ne vais pas faire toute l'analyse, mais vous voyez qu'en bas du graphique, il y a le Royaume-Uni à 84 fois le ratio, aux États-Unis 354 et au Canada 206. Est-ce que c'est comme partout comme ça dans le monde? Eh bien non. Il existe un pays, notamment au Japon, ces ratios-là sont vraiment plus faibles parce que c'est
dans la culture japonaise, c'est un tabou, c'est mal vu, très mal vu, que d'avoir un salaire avec un multiplicateur trop élevé par rapport à l'ensemble des employés. J'ai mis ici l'exemple. Le président de Toyota, une des plus grosses entreprises au monde, a empoché 1,9 million de dollars de rémunération, ce qui est plus ou moins un ratio de 25 fois le salaire des employés de Toyota, donc vraiment moindre que le graphique avec les bandes en rose à côté. Pour ce qui est de la concentration de richesse, une autre façon pour les riches, les très riches, pardon, et les ultra riches, c'est d'utiliser les lois fiscales et des stratégies fiscales. Euh, tout ce qui est la fiscalité, c'est ce qui touche l'impôt. Alors, ils se prévalent de certaines stratégies et lois pour baisser leur facture d'impôt. Il faut d'abord se dire que les travailleurs, vos parents sans doute, vous-même, si vous avez un emploi, moi-même, le seul revenu souvent qu'on a, c'est le salaire. Parfois, on va avoir d'autres types de revenus, mais si on regarde ceux qui vivent de leur placement, qu'on appelle les rentiers, dans la colonne de droite de mon tableau, ou les entrepreneurs, ceux qui sont présidents, propriétaires de leur propre entreprise ou qui dirigent des entreprises comme les PDG, eh bien, ils ont plusieurs formes de revenus, soit salaire, prime, gain en capital, intérêt, dividendes, revenus de location s'ils sont propriétaires d'un immeuble à logement et toute autre forme. Alors, c'est sûr que c'est peut-être du chinois, certains mots là-dedans pour vous, mais retenez qu'ils ont plusieurs sources de revenus différentes. Et par rapport aux stratégies pour sauver de l'impôt, je vais en prendre une seule catégorie, vous connaissez peut-être moins, c'est le gain en capital parce qu'on paye beaucoup moins d'impôts là-dessus. Je vais d'abord définir c'est quoi le gain en capital. Alors, le gain en capital, c'est le fait de vendre un placement de valeur plus élevé que son prix payé à l'origine. Exemple, quelqu'un qui aurait acheté des placements boursiers ou un immeuble à logement, s'il fait un achat de 500 000 et qu'il le revend à 900 000 le gain en capital est de 900 000 prix de vente moins 500 000 prix d'achat égale 400 000. Or, dans les années 80, le président des États-Unis, Ronald Reagan, et la première ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher, ont mis en place des lois qui baissaient l'impôt des riches et qui diminuaient les dépenses de programmes sociaux pour les gens de la classe moyenne ou les gens plus pauvres. Et ils ont été suivis depuis ces années-là par beaucoup de pays, notamment au Canada. Il y avait en partie la politique du ministre des Finances du Canada, Paul Martin, qui est même devenu premier ministre du Canada éventuellement, qui, sur le gain en capital, a fait passer le taux d'impôt, ou le fait, c'est pas le taux d'impôt, c'est le taux d'imposition sur le gain en capital. Il l'a fait passer de 75% à 66% en 1998 et il l'a rebaissé à nouveau de 66% à 50% en l'an 2000. Ce que ça veut dire, ceci, c'est que si vous faites un gain en capital d'un certain montant, vous allez payer de l'impôt seulement sur la moitié de ce gain en capital-là. Je vais l'expliquer d'une façon plus visuelle. Alors, dans mon exemple, si quelqu'un avait acheté un immeuble à logement à 500 000 et revendu 900 000, on a dit tantôt que ça fait un gain en capital de 400 000 Si c'était le salaire d'une personne à 400 000 au Québec, Canada, la personne paye plus ou moins 50 d'impôts, donc il lui resterait 200 000 dans ses poches, puis il perdrait 200 000 en facture d'impôt. Or, le gain en capital, l'impôt va s'aveugler pour la moitié de la somme, c'est-à-dire il y a un rabais de 50 sur la somme sur laquelle on va payer de l'impôt. Ça a l'air compliqué, mais regardez, je vous explique. Donc, on fait le 400 000 de gain capital, on multiplie par 50, ça fait donc 200 000 et le gouvernement va considérer que le 400 000 de gain capital n'était qu'un 200 000, donc vous avez un rabais de 50 d'impôt, et à ce revenu-là, vous payez environ 50 d'impôt, donc votre facture d'impôt est de 100 000 c'est donc un impôt de 25 plutôt que de 50 et il vous reste donc 300 000 sur les 400 000, contrairement à quelqu'un qui ce serait sur son salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens plus riches qui ont des placements en actions, eh bien, ils vont payer moins d'impôts que les gens qui gagnent leur vie seulement avec leur salaire. Et un graphique qui illustre ça, depuis les années Reagan, dans les années 80, regardez mon graphique, on voit une augmentation de la hausse des rémunérations des PDG. J'ai fait une erreur dans le titre, j'ai écrit des salaires, mais c'est la rémunération, parce que les bandes en vert sont le salaire, tandis que les bandes en jaune sont la partie qu'on leur a donnée en action. Pourquoi on leur donne de plus en plus une partie de leur revenu aux présidents des grandes entreprises en action plutôt qu'en salaire? Ben, c'est parce que le taux
impôt à payer sur le gain capital est vraiment moindre que le salaire, comme je l'ai expliqué. En conclusion, est-ce que c'est partout pareil? J'ai beaucoup pris l'exemple des États-Unis pour cette vidéo-ci, pour ce tutoriel-ci. Eh bien non. Si on prend un exemple de la France, c'est un peu confondant parce que la ligne qui est en bleu représente le 99% des Français les moins riches et la ligne qui est en rouge, le 1% des Français les plus riches. Et on voit l'évolution de leurs revenus en pourcentage au fil du temps depuis 1910, si on veut. Mais si on prend un point de repère, disons, après la Deuxième Guerre mondiale, un peu après la Deuxième Guerre mondiale, regardez, le 1% le plus riche a une courbe d'augmentation, donc il concentre de la richesse, oui, mais vraiment moins vite que l'accroissement de richesse du 99% du bas de la pyramide des revenus en France. Donc, je crois que ça fait le tour. Et puis, il existe une vidéo plus longue dans laquelle je prends plus mon temps pour expliquer si vous choisissez la concentration de la richesse comme explication à l'examen. Je vous invite à la visionner. Je vous remercie. C'était Daniel Rouillard pour l'École du Triolet.